Bonjour à toutes et tous. On va démarrer cette séquence qui est l'avenir est un sport d'équipe. Je suis Mélanie, on va animer cette séquence avec Marie. Je suis Marie, je remplace Léa Zaslaski qui n'a pas pu être là à cause des problèmes de vandalisme de la SNCF. Alors on est sur cette séquence ensemble pour illustrer la force du collectif. Alors Thomas vient de conclure en disant qu'il n'y a pas de backlash, mais on voulait quand même rappeler qu'il y a une urgence qui est connue de tous, qu'il y a des vents contraires, qu'il y a un contexte économique difficile et que finalement on a besoin de faire ensemble, de faire collectif, de s'associer, de coopérer pour surmonter cette épreuve ensemble et transformer les modèles économiques. Et nos deux organisations, la CEC et Make Sense, travaillent à soutenir les dirigeants et les dirigeantes pour qu'elles aient la force et l'audace de pousser leur organisation à aller plus loin et à se transformer dans la bonne direction. Du coup, moi, je suis Marie Egli. Ça fait 10 ans que je travaille sur l'adaptation au changement climatique et je dirige les sujets de bien manger et de biodiversité au sein de l'association Make Sense. Make Sense, ça existe depuis 12 ans. On accompagne des entrepreneurs sociaux à se développer. On travaille sur la sensibilisation, sur l'embarquement citoyen, sur l'accélération et sur l'incubation. On est 80 en France et 160 dans le monde. Et donc Mélanie, je suis copilote de la CEC Provence-Méditerranée. Donc CEC étant l'acronyme de Convention des entreprises pour le climat, qui est une association d'intérêt général dans toute la France. Ça a été créé il y a 5 ans maintenant et accompagne les dirigeants d'entreprises dans des parcours pour repenser leur modèle d'affaires et les penser dans le cadre des limites planétaires et au service du vivant. Et on va accueillir avec nous aujourd'hui Fabrice Bonifay, le cofondateur et président du GenAct et le président du C3D. On accueille aussi Emmanuel Dujardin, donc dirigeant de l'agence Rouge Ritangram. Et Rim Travelsi, l'entrepreneuse de Clear Fashion et engagée auprès du Planet Score. Alors, pendant qu'ils se disent bonjour, on avait quelques questions pour la salle. On voulait déjà savoir, parmi vous, qui connaît déjà Make Sense et la CEC? Chouette. Tout le monde, 90%. Est-ce qu'il y a des dirigeants de la CEC dans la salle? Quelques-uns. Est-ce qu'il y a des dirigeants d'entreprise, des salariés de TPE, de PME, des gens engagés dans le monde de l'entreprise? Et qui ici est convaincu de la force du collectif? Chouette. Super. Justement, pour illustrer cette notion d'engagement, on commence avec Fabrice, donc le président du C3D, le cofondateur de GenAct, qui va nous parler de la transformation de modèle économique vers le régénératif. Oui, écoutez, merci d'être là. En tout cas, j'observe qu'il y a quand même beaucoup moins de monde pour ce sujet-là que pour l'IA. L'IA, la salle était pleine. C'est que les machines ont créé l'oisiveté et l'obésité. L'IA va créer la débilité. Et donc, il y avait beaucoup plus de monde pour la débilité que pour le collectif. Mais bon, c'est un enseignement. Oui, donc la question, c'est GenAct. GenAct. Voilà, GenAct. Donc, GenAct, on a créé GenAct il y a un peu plus de 6 mois maintenant, d'un constat affligeant qui montre en fait que dans les entreprises, il y a quand même de plus en plus de monde qui sont conscients des enjeux, mais qui sont souvent démunis sur la façon d'agir. Et on s'est dit, ce serait bien de pouvoir les outiller, ces collaborateurs, citoyens, salariés dans les organisations, pour leur renforcer leur pouvoir d'agir. Parce que si on n'a pas de méthode pour agir, on n'arrive pas à avancer. Et en fait, des méthodes pour agir, il y en a plein, mais elles sont disséminées dans la nature. Et on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas une plateforme qui regrouperait toutes ces meilleures pratiques pour leur faciliter la tâche et leur permettre d'accéder à ce savoir académique qui permet d'agir derrière d'une façon plus simple. Donc, on a créé GenAct. Donc, GenAct, c'est une plateforme de plateforme où on négocie avec les apporteurs de contenu, c'est-à-dire des spécialistes des sujets régénératifs. On leur propose de venir sur cette plateforme pour apporter leur contenu gratuit et leur contenu payant. Et on propose aux GenActeurs, c'est-à-dire des salariés, des citoyens, n'importe qui, sous contrepartie d'une petite cotisation, d'accéder à ces contenus, agrégés. Et ensuite, donc, de monter en compétences, de les suivre. Donc, il y a plus de 200 contenus aujourd'hui sur la plateforme GenAct. Et tout de suite derrière, une fois qu'ils ont acquis les connaissances de base, c'est comme les langues étrangères, une fois qu'on a un peu la base du vocabulaire et puis quelques règles de grammaire, il faut pratiquer. Parce que si on ne pratique pas, ça ne sert à rien. Donc, on a des GenAct Land qui sont des lieux qui permettent
à ses salariés d'expérimenter dans leur sphère d'influence, soit dans leur entreprise, soit sur leur territoire, soit les deux, et bien de monter des programmes, des projets régénératifs. Parce que ce qui est détestable dans tout ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est que ça fait moi plusieurs années que je travaille dans ce milieu-là, et on sort toujours les mêmes exemples d'entreprises un peu atypiques qui servent de phare dans la nuit pour tous les autres, hein, les Pocheco, les 1083, les Patagonia, etc. Et puis quand on en a cité 4 ou 5, on se dit mais où sont tous les autres? Et tous les autres, en fait, il n'y en a pas. Et si on veut vraiment y arriver à faire cette grande bascule, c'est que lorsqu'on arrivera à ringardiser en fait l'économie linéaire au profit de l'économie permacirculaire à haute intensité d'usage, la fonctionnalité, la coopération. Et ça, pour l'instant, on n'y est pas du tout, vu qu'on est ultra minoritaire dans les organisations aujourd'hui professionnelles à utiliser ces modèles-là. Alors, on sait pourquoi on est minoritaire. On le sait, on connaît les causes primaires du fait que ça n'avance pas, on connaît les verrous sociotechniques, on a même les solutions, c'est ça qui est dingue, on a les solutions pour faire autrement, et pour autant, l'évidence ne s'impose pas. Alors, Genact, on souhaite, alors, en toute modestie quand même, inverser le rapport de force, en fait, parce que des Genacteurs, on en veut dans le monde entier, et on se dit finalement, comme ça ne fonctionne, l'humanité ne fonctionne qu'en rapport de force, c'est ça qui est détestable, créons le rapport de force qui va permettre d'imposer ces modèles-là à l'économie, contre l'économie linéaire, extractiviste, écocidaire, prédatrice de ressources, etc. Et donc, pour adhérer à Genact, c'est pas compliqué, il suffit de payer sa cotisation, on accède à ses contenus. On a 2400 Genacteurs aujourd'hui, ça fait 6 mois que l'association existe. On vise bien sûr des dizaines de milliers de Genacteurs dans le futur pour donc faire en sorte qu'on ait un maximum de projets. Voilà ce que c'est que Genact en quelques mots. Et regardez quels sont les partenaires. Vous verrez que tous les meilleurs sont sur Genact. Ceux qui ne sont pas sur Genact ne sont pas encore considérés comme les meilleurs. Fabrice, juste on nous indique qu'il faut qu'on s'asseye. Oui, voilà, on s'assoit. Désolée. Juste, il y avait une autre question qu'on avait pour toi, c'est que ça fait plus de 20 ans que tu es dans la transition, et donc tu es ancien directeur chez Bouygues, et tu es également président du C3D. Et donc, quel écho fais-tu au thème de cette intervention? Accélérer en faisant équipe, la force du collectif? 20 ans d'échecs, ça nous apprend beaucoup, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup avancé. Donc, on a tout essayé, l'efficacité, le greenwashing, ce qu'on a cru que, la croissance verte, toutes ces conneries. Donc, tout ça, ça ne marche pas, en fait. Le technosolutionnisme. Alors maintenant, il y a l'IA. Voilà, l'IA, ça va nous sauver aussi, il paraît. Et non, tout ça, ça marche pas. Le problème, il est culturel, essentiellement. Culturel, il faut qu'on apprenne, nous, dans les pays à haut revenu, à déconsommer. Voilà, on a donc un rapport à la nature qui est complètement utilitariste. Aujourd'hui, on considère la nature comme un bien infini, dans lequel on pourrait puiser sans compter, une approche cornucopienne du business. Et ça, c'est profondément ancré culturellement dans nos sens. Et on pense qu'il y aura forcément une solution technique à ça. En fait, la solution n'est pas technique. La solution, elle est qu'il va falloir qu'on apprenne à être heureux en consommant moins et qu'on accepte de faire décroître la taille de l'économie, on n'a pas le choix, pour revenir dans la limite planétaire, pour ensuite de rentrer dans une ère de la post-croissance. Donc c'est ça, en fait, la vérité. Tout ça, c'est un problème physique, tout simplement. Et donc, comment on reste en vie quand même au niveau économique, parce qu'il y a quand même des salaires à payer, même s'il va falloir qu'on réduise nos besoins, c'est donc ces fameux modèles d'affaires qui doivent être vraiment le plus possible circulaires, et non pas circulaires au sens de l'économie du monde d'avant, c'est-à-dire où on va faire en sorte que les déchets des uns deviennent les données d'entrée des autres. Ça, c'est bullshit, on sait très bien que ça ne marche pas. C'est de faire en sorte que on promeuve ce qu'on appelle la haute intensité d'usage de ce qui existe déjà, vers une économie de la fonctionnalité. Alors je m'attarde 1 minute là-dessus simplement. C'est que la bonne nouvelle dans ce marasme, c'est qu'en fait on est obèse en tout. On a trop de mètres carrés de tout, de tout ce qui est construit, je suis bien placé pour vous le dire. On a trop de vêtements, trop de machines. Là je me baladais dans le port de Marseille, vous voyez le nombre de bateaux qu'il y a. Je serais curieux de savoir le temps d'utilisation de chacun des bateaux qui sont garés dans le port de Marseille. Ça doit être anecdotique. On a trop de tout. Et donc l'idée maintenant, c'est pas de se priver de ces machines, elles sont là, et puis c'est vrai que c'est pratique quand même d'avoir des machines dans certains cas, mais il va falloir qu'on en fabrique beaucoup, beaucoup moins et qu'on les utilise beaucoup, beaucoup plus, parce qu'on ne l'a pas assez dit, l'essentiel de l'empreinte écologique de tout et n'importe quoi, c'est pas dans l'usage, c'est dans la fabrication.
Parce que l'empreinte écologique, c'est un tout. C'est l'énergie grise de fabrication, qui est essentiellement carbonée au niveau planétaire. C'est bien sûr les matériaux, parce qu'en fait, c'est quoi le business? C'est des matières premières transformées avec de l'énergie. Donc les matériaux, ça exerce une empreinte énorme, négative, sur les écosystèmes, parce que ça rentre en compétition d'usage avec le vivant humain et non humain, surtout non humain aujourd'hui, avec des conflits d'usage, parce que pour extraire ces matériaux, il faut d'autres matériaux. Et donc, il n'y en a pas assez pour tout le monde, on le sait aujourd'hui. Donc, on voit bien qu'il va falloir qu'on fabrique moins et qu'on utilise plus. Bonne nouvelle, utiliser plus, ça veut dire forcément avoir plus de maintenance pour l'utilisation de ces biens, parce qu'il va falloir entretenir, faire durer plus longtemps. Aujourd'hui, les industriels, si on rentre dans cette économie de l'usage, savent fabriquer des bâtiments qui durent 600 ans. Bah oui, Notre-Dame, ça fait longtemps qu'elle est là. Alors arrêtons de fabriquer beaucoup, mais fabriquons beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est ce qu'on visite quand on est en vacances, ces bâtiments-là. On ne visite pas des bâtiments récents, parce qu'on sait très bien que dans 30 ans, ils ne seront plus là. On sait fabriquer des vêtements qui durent plus longtemps, on sait fabriquer des machines qui durent plus longtemps, donc on sait le faire. Donc là, aujourd'hui, il ne manquerait pas grand-chose pour qu'on rentre finalement dans cette économie du bon sens. Et ensuite, le plus important pour qu'on puisse y arriver, c'est qu'il faut changer, bien sûr, tout le reste, c'est-à-dire le marketing, passer d'un marketing de possession, marketing de l'usage, qu'on change notre système comptable, qu'on soit redevable vis-à-vis des parties prenantes de la dette environnementale que l'on contracte quand on fait un business, pour qu'on puisse la rembourser, rembourser cette dette environnementale à laquelle on doit tout, parce que on sait très bien que quand on aura abattu le dernier arbre et mangé le dernier poisson, on va s'apercevoir que sucer sa carte bleue, c'est pas comestible. Donc on sait tout ça. Et on a aujourd'hui une obligation de le faire hyper rapidement, parce que le problème, c'est pas tant ce qu'il y a à faire, parce qu'on sait ce qu'il y a à faire politiquement, on sait ce qu'il y a à faire au niveau des modèles d'affaires, mais c'est le temps qu'il nous reste pour agir. C'est ça qui est le plus flippant dans cette histoire. Parce qu'on approche des tipping points, on approche des phénomènes d'emballement, que ce soit climatique ou l'effondrement de la biodiversité. On sait très bien que en deçà d'un certain nombre d'espèces ou d'individus dans des espèces, quand on descend en dessous d'un certain seuil, il n'y a pas de reversibilité possible. Et donc ça, c'est pour les décennies à venir. Donc ça fait que c'est extrêmement flippant. Donc il nous faut maintenant aller beaucoup plus vite. Et pour aller beaucoup plus vite, on a besoin, bien sûr, d'avoir une prise de conscience des citoyens. Et cette prise de conscience, elle est possible si on sort du discours technosolutionniste et du discours moralisateur, culpabilisant, qu'on a beaucoup utilisé, nous les écolos, pendant des années, qui ne fonctionne pas du tout, on l'a bien vu, d'ailleurs, les écolos aux élections font 5% depuis des décennies, et rentrer dans un registre plus émotionnel, où on va toucher le cœur des gens, parce qu'on pense que peut-être que ça peut fonctionner. Donc c'est pour ça que le C3D, qui est la plus grande association en Europe aujourd'hui de responsables RSE, on a décidé d'investir dans les séries, dans des concerts. Vous allez voir que le 17 novembre prochain, sur TF1+, il y a un spectacle qui s'appelle Play for Life, que je vous conseille d'écouter. C'est un spectacle vivant avec des experts et aussi des artistes pour faire passer ce type de message. Ça va peut-être vous paraître naïf par rapport à l'ampleur de la tâche, mais franchement, ceux qui étaient dans la salle ne sont pas ressortis complètement indemnes de ce qu'ils ont entendu ce soir-là. Et on va multiplier ce genre d'événements pour arriver à ces fameuses grandes bascules qu'on essaye d'atteindre avec notamment les gens de la CEC, le Shift Project évidemment, parce qu'on se dit, de manière, on n'a plus rien à perdre, au pire ça marche. Merci. Merci Fabrice. Merci Fabrice. Ça fait une bonne transition, tu as parlé d'émotions, de bascule culturelle d'émotions. Donc on va écouter Emmanuel. Donc Emmanuel, tu es dirigeant de l'agence Rougerie Tangram, qui est cabinet d'architectes paysagistes, et tu es alumni du premier parcours de la CEC Provence Méditerranée. Peut-être je te laisse te présenter la structure à tout le monde d'abord. Ok, merci pour l'invitation. Rougerie Tangram, c'est un cabinet d'architecture, de paysage et d'urbanisme. On a un stand là-bas qu'on a essayé de faire assez grand parce qu'on soutient la Biomime Expo depuis la création, je pense, à peu près, parce qu'on y croit, en fait. On croit au vivant, on croit à l'investissement dans le vivant. On a donc ces deux noms, Rougerie et Tangram. Rougerie, c'est le nom de Jacques et Sophie Rougerie, avec qui on a fusionné. Moi, j'étais Tangram à l'origine. Jacques et Sophie, Jacques est intervenu ce matin, donc c'est l'architecte de la mer depuis toujours. Et Tangram, c'est ce casse-tête chinois qui est fait de triangles, de parallélogrammes. Et c'est vraiment l'expression du jouet collectif. Si vous êtes tout seul, vous êtes un triangle, vous ne servez à rien. Si vous vous associez aux autres, il n'y a pas de limite à la créativité. Et on ne se sortira pas de notre système, de la trajectoire dans laquelle on est enclenché aujourd'hui,
si on ne joue pas collectif. Et donc on a fusionné parce qu'on faisait de la recherche, parce que ce qui nous intéressait, c'était de trouver les solutions à nos problématiques de notre métier, hein, qui est d'architecture, donc de construire, de penser la ville, de penser les paysages, et avec un vrai rôle d'influence, je dirais, parce que quand on construit des projets ou quand on pense à un quartier, quand on pense au développement d'un territoire, eh ben on a l'oreille des élus. Et quand on parle à des élus, on peut essayer petit à petit d'influencer leur état d'esprit ou leur connaissance. Parce que, après je parlerai de la CEC, mais ce qui est important, c'est... moi, j'ai pris conscience il y a 5 ans, pendant le Covid, là, de l'importance de laisser la nature et laisser le vivant reprendre sa position, reprendre sa place. L'architecture, ça a toujours été, depuis que je suis jeune, depuis que je travaille, l'homme, il est capable de tout faire, il est capable de construire, il construit beaucoup trop, il est capable de chauffer quand il a froid, il est capable de rafraîchir, il est capable de voyager, il est capable de tout. Sauf que c'est au détriment du vivant. Et pendant qu'on était, pendant le Covid, donc, on a une agence qui est à 2 km d'ici, hein, qui est rue de la République, juste derrière. C'était un îlot, en fait, un îlot, les anciennes affaires maritimes, on en a fait un jardin. C'était un parking au milieu, on en a fait un jardin. Et pendant le Covid, il a complètement explosé. Et j'étais le seul à le voir, puisque je vivais sur place, moi, mon appartement est là. Et je me rendais compte du fait que quand on laisse le vivant prendre la place, eh ben, il explose, et c'était dingue. Et donc, c'est ce qui a commencé à me faire prendre conscience du rôle qu'on avait. Et puis ensuite... Et ensuite, tu as fait la CEC, donc il y a plus de 2 ans maintenant, la CEC Provence-Méditerranée. Peut-être, c'est intéressant, tu partais pas de zéro, et c'est intéressant de partager ce qui t'a amené à participer quand même à la CEC, ce que tu y as vécu, et ce que ça a changé pour Rougerie Tangram et pour toi. Alors, quand on prend conscience, il y a 5 ans, je suis tout seul à prendre conscience dans mon jardin. Les gens sont en télétravail chez eux. Je leur prends des photos du jardin, je leur envoie en disant la nature vous dit bonjour. Et puis, il y a quelques personnes qui réagissent et qui disent ah, c'est chouette, etc. Et puis après, quand on revient au travail, bon, ben, on met un peu ça de côté, on reprend le rythme normal. Et puis on sent quand même qu'il y a 2-3 personnes, on est une agence de 70-80 personnes, 2-3 personnes qui ont aussi vécu ça de leur côté. Sauf que personne n'ose vraiment le dire. Et puis quand quand notre comité de direction décide de réorienter un peu notre production en disant on va s'intéresser un peu aux matériaux biosourcés, on va s'intéresser à la désimperméabilisation, les réactions, elles sont assez réticentes en disant mais non, nous, ce qu'on sait faire, c'est construire. Nos clients nous disent il faut utiliser du béton, vous mettez du PVC, vous embêtez pas à réinventer la roue. Faites comme avant. Et donc il y avait des vraies réticences. Ça dure pendant 1 an ou 2. J'ai la chance d'avoir Olivier qui est juste là, Olivier Bocquet, donc qui est notre patron du lab de recherche et innovation. Lui, c'était un peu le poisson pilote. Il essayait toutes ces choses en avance de phase. Quand on a 80 personnes à tirer, il y en a une qui va chercher. Mais les 80 personnes regardent en disant mais pourquoi il fait ça? Mais pourquoi on fait des trucs sous l'eau? Mais pourquoi on réfléchit au béton imprimé? Mais pourquoi la terre? Enfin, on ne comprend pas trop. Sauf que quand on se dit tiens, il y a un parcours qui s'appelle la CEC, Convention des entreprises pour le climat, eh ben, on va se regrouper, on va se retrouver avec une 60aine d'autres entreprises qui ont aussi un peu ces intuitions, ces convictions. On va se prendre une claque énorme. Même si on pense qu'on sait déjà beaucoup de choses, on se prend une claque énorme. Et après, on se dit, bon, allez, comment on se relève les manches pour essayer de participer à notre échelle à cette correction de la trajectoire. Donc la CEC, ça nous a permis, en 6 sessions, de bâtir une feuille de route, puisque la finalité, c'est de bâtir une feuille de route qu'on va écrire, qu'on va publier. Cette feuille de route, elle donne des choix. C'est le patron et son planète champion, donc la personne qui l'accompagne pendant les séminaires, qui va rédiger cette feuille de route. Olivier nous faisait des séminaires en interne de l'entreprise entre nos sessions pour que ce ne soit pas 2 personnes qui décident, mais bien les 80 qui s'expriment. Et donc la feuille de route, c'est le résultat de 80 personnes qui ont phosphoré, qui ont réfléchi. Donc elle est assumable par toute l'entreprise. Ce n'est pas le patron qui dit bon maintenant on va par là. Ça n'a aucun sens, on n'emmènera personne. Et donc cette feuille de route, en fait, elle nous engage. Une fois qu'elle est publiée, c'est pas, ça peut plus être du greenwashing, ça peut pas être du bullshit. Parce que moi je suis quelqu'un qui rougit très facilement. Si vous me dites tu as écrit ça mais tu fais autre chose, ça se verra, je vais picoter partout, ça va être la honte. Donc c'est impossible. Ça veut dire que les directions qu'on a prises, et on continue maintenant, le virage il est assez fort, les directions, on ne peut pas revenir en arrière. Donc on a décidé par exemple qu'en 2030, puisqu'on vise à
la visée régénérative, c'est 2030. On a décidé que 25% de notre chiffre d'affaires, ce serait des espaces publics, des jardins ou des transports décarbonés, c'est-à-dire pistes cyclables ou tramway. Cette année, on a gagné 7 concours dans ces domaines-là, beaucoup plus qu'en architecture. En architecture, on est moins performant. En paysage, on rafle à chaque fois parce qu'on a des convictions, parce que les paysagistes de l'agence sont bons, parce que nos prises de position politiques, d'aménagement, de désimperméabilisation, de végétalisation, de rafraîchissement, elles sont bonnes en fait, elles sont justes. Et donc on va réussir à atteindre petit à petit ce pourcentage qu'on s'est fixé. On s'est fixé aussi de réduire considérablement les surfaces bâties parce qu'on a trop de mètres carrés. Pour un architecte, c'est bizarre de se dire il faut arrêter de construire. Non, en fait, il faut entretenir et réparer tout ce qui est déjà construit. Donc on fait des très grosses réhabilitations et on se positionne. Ça veut dire que commercialement, on va chercher ces projets-là. Ça veut dire qu'on limite notre investissement en termes de développement commercial sur des projets neufs. On va chercher ce qui permet de récupérer un peu ou de rattraper ce qu'on a fait en trop. Je suis très bavard, donc il faut m'arrêter en fait. Non, c'est parfait, merci. On entend... On entend dans ton discours un avant-après CEC, alors que c'était déjà avancé avant. En 2026, il y a toujours des nouveaux parcours CEC qui se lancent. Il y aura des parcours thématiques, il y a des parcours dans toute la France. Donc il y aura un parcours en Provence-Méditerranée l'année prochaine. Qu'est-ce que tu dis à des dirigeants, des entreprises qui n'ont pas encore fait la CEC, qui hésiteraient à y aller? Pour moi, c'est évident, il faut y aller les yeux fermés. On est pris en main. On nous envoie d'abord une grosse claque à la figure. La première fois, je me souviens même d'entreprises qui étaient très engagées dans leur modèle d'entreprise, qui se disaient c'est bon, moi je connais déjà tout, mais ils se prennent une claque comme tout le monde. Et après, on refabrique, on réoriente notre modèle d'affaires. Et on ne le fait pas tout seul. La complexité, c'est, je vous disais, les 2-3 salariés qui, au bout d'un moment, me disaient « Tiens, peut-être qu'on pourrait faire ça ». Quand on est chacun tout seul, en fait, on n'est pas fort du tout. Une fois qu'on a toute l'agence, toute l'entreprise, on est déjà beaucoup plus fort. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui nous dira « Non, mais on a dit qu'on irait vers là. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est pas bien ». Donc, on a tous ceux qui nous ramènent dans le droit chemin de la direction. Et la CEC, c'est à la puissance 10 ou 200, j'en sais rien. Parce qu'on noue des relations avec des gens en plus qui ont les mêmes valeurs. Donc, on commence, nous, à travailler avec des gens de la CEC parce qu'on se reconnaît après sur un discours. On n'est pas complètement tout seul. Je connais très peu d'agences d'archi qui prennent nos positions. Donc, ça nous différencie aussi énormément des autres. Donc, en fait, c'est positif. Moi, je suis profondément décroissant. Je suis tout à fait en accord avec ce que tu as dit. Il faut qu'on décroît, mais notre société, elle croît quand même. C'est-à-dire qu'on a plus d'affaires, plus de clients, des projets plus intéressants, parce que le fond, il a plus de valeur. Donc, on a donné une direction, elle est commune. Et une chose qui est importante aussi, quand on affiche ses valeurs et quand on écrit sa feuille de route, les recrutements qu'on fait sont de meilleure qualité, parce que les gens viennent pour ça. Quand on leur explique lors d'un entretien, voilà ce qu'on a décidé de faire, voilà ce vers quoi on va, ils viennent pour ces questions-là. Ils ne viennent pas parce qu'il y a un salaire ou parce qu'ils ont vu de la lumière. Donc ça nous améliore dans tous les sens du terme. Donc il faut y aller. Allez-y, sans hésiter. Merci Emmanuel, et je laisse la main à Marie et Rim. Merci beaucoup Mélanie, merci Emmanuel. Rim, tu as un parcours assez incroyable, tu es à la fois entrepreneuse, tu as été incubée par Make Sense et tu es passée de la mode responsable à l'alimentation durable. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours ? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis ingénieure agronome et quand j'avais 23 ans, j'ai découvert que la façon dont on fabriquait nos vêtements était terrible, tant pour les travailleurs, la planète et nous-mêmes, en fait, les perturbateurs endocriniens dont on parle de plus en plus. Et avec mon associée Marguerite, qui était ma camarade de classe, on s'est dit mais comment nous-mêmes, en tant que consommatrices, on peut faire pour choisir mieux, alors que un, il n'y a pas d'information, et deux, quand il y en a, on ne sait pas si c'est du greenwashing et on ne sait pas si on peut y faire confiance. Donc, on a créé toutes les deux Clear Fashion qui permet d'évaluer, d'analyser l'impact des marques et de leurs produits, donc au travers de 4 critères: l'impact environnemental, l'impact social, le bien-être animal et la santé. On peut en savoir plus également sur les lieux de fabrication, parce qu'on entendait beaucoup made in, conçu à, designé à, mais en fait la filière textile, elle est très très longue, et c'est ça qui crée justement ce problème
d'opacité et et problèmes environnementaux. Donc on a créé Clear Fashion, qui est donc un système de scoring de 0 à 100 qui permet d'analyser les marques. Aujourd'hui, c'est une information qu'on donne aux consommateurs au travers de plusieurs canaux, donc une application mobile, des widgets qui sont directement sur les fiches produits de certaines marques qui travaillent avec nous. On est également présent sur certaines applications et sur le web. Et bientôt, de plus en plus, j'espère, sur les étiquettes, parce que depuis le 6 octobre, il y a une loi qui est passée sur le coût environnemental textile, et dont on fait partie des premiers à déployer avec des marques pionnières comme Petit Bateau, Sessoun, Fago, Picture, etc. Depuis un an, j'ai rejoint l'équipe Planet Score, donc qui fait à peu près la même chose en fait. L'idée c'est la même, le constat est le même. 7 des 9 limites planétaires ont été franchies, et c'est urgent d'agir pour faire évoluer le secteur de l'alimentation. Nous, on pense que outiller les consommateurs comme les entreprises à savoir déjà où est-ce qu'ils se positionnent, donc faire l'état des lieux et savoir en fait comment sont scorés leurs produits, c'est le premier pas pour progresser, et certainement aussi vers la transparence pour pouvoir permettre à leurs consommateurs de s'informer. Donc Planet Score, c'est pareil, donc c'est une étiquette qui permet d'informer sur plusieurs critères environnementaux, donc climat, biodiversité, pesticides, le bien-être animal, la juste rémunération des agriculteurs. On travaille déjà avec 300 entreprises sur 30 pays différents. On a évalué 135 000 produits, et c'est pareil, l'affichage, donc les étiquettes, vous pouvez déjà les retrouver sur des produits en physique, donc par exemple sur des marques comme Biocop qui vont afficher là d'ici à la fin de l'année sur 200 références produits. Björg affiche aussi, et on a aussi pas mal de marques qui affichent en ligne pour le moment, donc comme Picard qui affiche sur tous ses produits en ligne, le groupe Casino, La Vie Claire, voilà, on a de nombreux. Génial. Et qu'est-ce que Make Sense t'a apporté pendant l'incubation de Clear Fashion ? Et oui, alors en effet, j'ai été incubée par Make Sense. Donc en fait, il faut savoir que moi, je suis agro. J'avais 23 ans avec Marguerite quand on est sorti de notre école avec cette idée. Et on avait déjà lancé un prototype avec pas mal de gens qui nous suivaient en fait, qui nous disaient allez-y, montez cette application, on en a besoin. On avait 1500 personnes dans notre newsletter, une centaine de marques qui nous ont contactés en nous disant c'est génial. Et à ce moment-là, on a rencontré les personnes de Make Sense qui nous ont donc incubés. On est passé, je pense, grâce à Make Sense, d'agro assez scolaire à des entrepreneurs plutôt déterminés, focus. Voilà, on nous a appris quand même avec des formations, du mentoring, à devenir des entrepreneuses. Premier point. Et deuxième point, pour moi, Make Sense, c'est, parce que j'en ai fait plusieurs des incubateurs, mais c'est le seul qui n'est pas juste un incubateur, c'est un écosystème. Pour moi, la puissance du réseau de Make Sense est hyper important. Et nous, ça nous a permis, d'avoir des camarades de promo qui sont aujourd'hui encore mes amis, avec qui on s'entraide encore, d'avoir des mises en relation dès qu'on avait un défi à surmonter, un nouveau challenge. En fait, on avait des mises en relation avec des alumni qui pouvaient nous donner leur retour d'expérience, et puis quelquefois même des mises en relation avec des personnes qui sont devenues nos mentors, puis nos investisseurs. Donc en fait, je pense qu'on a vraiment pu accélérer très vite grâce à l'intelligence collective et le fait que Make Sense soit un écosystème et un réseau. Génial. Et est-ce que tous ces éléments-là ont influencé ta manière de travailler dans tes projets par la suite ? Oui, je pense aussi. En fait, nous, on est arrivé chez Make Sense avec cette idée de développer une solution qui va informer les consommateurs et outiller les marques, mais en observant la façon dont Make Sense construisait ses communautés et réussissait à engager les gens, créer des mouvements, on a
un peu, en tout cas, je pense que ça nous a influencé dans nos méthodes, à la fois dans la co-construction de l'application, parce qu'en fait, on a vraiment beaucoup sollicité les personnes qui nous suivaient pour construire avec nous, développer les features. En fait, on avait beaucoup de focus group, beaucoup de questionnaires, beaucoup d'interviews. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, nous, on a construit Clear Fashion avec une mécanique un peu particulière. En fait, au lieu d'aller nous-mêmes demander aux marques d'être plus transparentes, au travers de l'application, les consommateurs peuvent demander à la marque d'être plus transparente. Et donc, en fait, ça nous a positionné comme un outil qui permettait de fédérer et de regrouper la demande des consommateurs, et non pas seulement Clear Fashion, un petit acteur de jeunes agros de 24 ans qui allait demander à Adidas d'être plus transparent. Donc en une année, on a eu 200 marques qui participaient, parce qu'en fait, on arrivait chez Adidas en disant on a 20 000 demandes de la part de vos clients qui demandent plus de transparence. Et ça, je pense que c'est grâce à Make Sense, parce que vous nous avez formés sur les communautés, l'engagement, comment construire un mouvement, et on a observé comment vous faisiez. Génial, en tout cas on est hyper heureux de vous avoir aidé. Et est-ce que de cette expérience-là de construction de communauté, tu en as tiré des enseignements que tu réutilises aujourd'hui chez Planet Score? Bah oui, je pense que c'est devenu peut-être même ma petite expertise même, je dirais, parce que j'ai rejoint Sabine Bonneau de Planet Score avec cet objectif-là, justement. Donc Planet Score a été développé au début plutôt pour outiller les marques, leur permettre de s'analyser, de progresser des co-concevoirs et d'afficher aux consommateurs. Moi, mon rôle, c'est justement de faire rayonner la marque auprès des consommateurs et d'engager aussi les citoyens à nos côtés. Donc, je suis en train de construire des communautés pour faire en sorte justement que les citoyens puissent demander avec nous aux marques d'agir. Parce que, en fait, nous, on est un acteur, on propose une méthodologie, on propose une solution. Maintenant, si les marques veulent pas, elles veulent pas. Et ce qui peut les convaincre, probablement, c'est d'avoir une demande chiffrée de nombre de personnes qui souhaitent que Danone affiche Planet Score. Voilà. Super, merci beaucoup et bravo pour toutes ces communautés qui ont été montées. Si vous lancez une organisation à impact... Si vous lancez une organisation à impact en lien avec les principes du vivant, chez Make Sense, on peut vous aider à être incubé. Et si vous êtes porteur d'un projet sur les solutions fondées sur la nature, on a monté un accélérateur qui s'appelle Regen Accelerate avec Regen Studio, où on aide les porteurs de projets à avoir accès à des financements, en les aidant à se structurer, à s'organiser et à donc pouvoir lever les financements nécessaires pour avoir un réel impact. Fabrice, est-ce que tu veux nous faire le mot de la fin ? Le mot de la fin pour finir pile à 16h, c'est ça là? Alors une petite citation de la fin alors. Hein. Je crois que si on a bien compris ce qu'on a dit là, tous ensemble, c'est que dans la vie, c'est pas ce que nous savons qui compte, c'est ce que nous faisons et ce que nous savons. Donc maintenant qu'on le sait, faisons-le. Merci. Merci beaucoup. C'était assez express, donc on a encore 3 minutes. Est-ce que Emmanuel et Rim... Ou sinon on peut prendre des questions, j'allais dire, est-ce que vous avez un dernier mot de quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué sur ce thème, faire équipe? Ou est-ce qu'il y a 2-3 questions dans la salle qu'on peut tenter? Moi, je dirais juste que justement, on est en train de construire les communautés. Donc, si vous êtes une marque ou un citoyen et vous souhaitez vous engager sur l'alimentation responsable, n'hésitez pas à venir me voir. On est aussi sur les réseaux sociaux et on est en plein brainstorming pour faire plein de projets et embarquer les gens dans ce mouvement avec nous. Est-ce qu'il y a une question ou deux dans la salle? Commencer par la deuxième question. On a tenu le timing. Merci à vous trois. Merci.